Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan à la tribune des Nations Unies à New York ce jeudi a appelé à une réforme du Conseil de sécurité. Au nom du président de la République, il a évoqué une réforme afin que le Conseil de sécurité soit le plus représentatif du monde actuel et plus efficace. La 5e journée nationale du cacao et du chocolat se déroule à Abidjan. Le Conseil Café Cacao a fait son bilan des activités fortement perturbées par la chute des prix à l'international malgré une augmentation de la production nationale qui a atteint le cap de 2 millions de tonnes. Ce 28 septembre, c'est la journée internationale d'accès à l'information. En Côte d'Ivoire, la KIDP veille au respect du droit des citoyens d'accéder aux informations détenues par les organismes publics. Mais comment se font les saisines? Ce soir, nous ferons un focus sur la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. La campagne pour les élections régionales et municipales a démarré en Côte d'Ivoire depuis ce vendredi. Les candidats au poste de maire et de conseillers régionaux auront 2 semaines pour convaincre les électeurs. Nous sillonnerons quelques QG de candidats dans ce 20h. Soyez les bienvenus dans cette édition. Nous sommes le vendredi 28 septembre aujourd'hui, premier jour de campagne pour les élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Les candidats auront 2 semaines pour convaincre. Le scrutin, je rappelle, aura lieu le 13 octobre prochain et plus de 30 000 forces de l'ordre sont mobilisées pour ces élections couplées. Nous sillonnerons quelques QG de candidats au cours de ce journal pour voir l'ambiance ce premier jour de campagne. Tout d'abord, rendons-nous à New York, aux États-Unis d'Amérique, où se déroule la 73e Assemblée générale des Nations unies. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan y prend part au nom du chef de l'État Alassane Ouattara. À marge de la rencontre, le vice-président ivoirien a été reçu, comme vous le voyez sur ces images, par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Daniel Kablan-Duncan a remercié le secrétaire général de l'ONU pour son soutien à la Côte d'Ivoire et lui a fait part des avancées démocratiques dans le pays. Je vous propose maintenant la réaction du vice-président Daniel Kablan-Duncan après cet entretien. Le président de la République nous avait donné un certain nombre de messages dans la rencontre avec le secrétaire général des Nations Unies. D'abord pour le remercier de tout ce que les Nations Unies ont fait et font pour la Côte d'Ivoire. Vous savez que le système des Nations Unies a appuyé la Côte d'Ivoire dans la période difficile. La Côte d'Ivoire a fait un tel parcours que ce pays, non seulement est connu sur la scène internationale, mais est rentré, comme chacun sait, comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la Côte d'Ivoire, grâce à sa diplomatie, a pu être élue, avec d'ailleurs un pourcentage très important donc, de voix. Ici donc au Conseil de sécurité. Ce que l'on gagne, c'est, disons que, travailler pour la paix. Vous savez, la diplomatie ivoirienne dit que la Côte d'Ivoire est l'ami de tous et l'ennemi de personne. Et aussi donner les informations sur les réformes en Côte d'Ivoire, parler des perspectives, notamment en matière de démocratie, en matière, disons que, des droits de l'homme, et indiquer que les élections qui vont venir, celles d'octobre comme celles de 2020, doivent être des élections donc apaisées, qui doivent permettre donc de rassembler l'ensemble des filles et des filles de Côte d'Ivoire pour le développement. Toujours aux États-Unis, la Côte d'Ivoire était également bien représentée. C'était hier jeudi à la tribune des Nations Unies à New York. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a traduit la vision du président de la République, Alassane Ouattara, devant les membres de l'Assemblée générale. Il a appelé à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU afin qu'il soit le plus représentatif du monde actuel et plus efficace. Habiba Dambélé Saoué est notre envoyé spécial aux États-Unis. La Côte d'Ivoire était à l'honneur à la tribune des Nations Unies ce jeudi 27 septembre. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est adressé au monde au nom du président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il a fait part de ses inquiétudes face aux nombreux défis auxquels sont confrontés les États. Notre session s'ouvre dans un contexte international marqué par de nombreux défis et incertitudes qui érodent progressivement notre capacité à répondre collectivement et de façon plus adéquate aux menaces à la paix et à la sécurité internationale. À cela s'ajoutent les défis concernant les crises humanitaires et sanitaires,
l'extrême pauvreté, les atteintes contre les droits de l'homme et la démocratie. Notre organisation commune et le monde actuel sans perdre leur vocation à protéger les plus vulnérables, à promouvoir une gouvernance mondiale plus juste et plus inclusive et à fonder entre les nations une véritable communauté de destin. Pour ce faire, Daniel Kablan-Duncan appelle à une réforme du Conseil de sécurité des Nations unies et lance un appel pour que ces résolutions soient appliquées. Dans cette perspective, la Côte d'Ivoire, comme l'a maintes fois exprimé le président Alassane Ouattara, estime qu'il est désormais temps de réformer le Conseil de sécurité afin qu'il soit plus représentatif du monde actuel et qu'il soit plus efficace. Seul un Conseil réellement uni peut permettre à notre organisation de régler efficacement les grandes questions sécuritaires telles que la lutte contre la prolifération nucléaire, le terrorisme, les crimes de masse et les crimes contre l'humanité. Le vice-président en appelle également à la solidarité internationale et au consensus. La solidarité que nous appelons de tous nos vœux dans le règlement des conflits ne doit ni être sélective, ni se limiter à de simples déclarations d'intention. Nous devons pour cela trouver en toutes circonstances un consensus moral et politique minimum qui permettrait à notre organisation de ne pas rester insensible à la vue quotidienne sur nos écrans de télévision de visages marqués par des effets dévastateurs, notamment des conflits, des guerres et des maladies endémiques. La question des migrations n'a pas été occultée et la Côte d'Ivoire prend toute sa part dans la solidarité face à ce phénomène. Le défi que constituent les flux migratoires non régulés nous interpelle tous et nous appelle à une gestion concertée de cette importante problématique qui touche majoritairement les jeunes en provenance d'Afrique. La position de la Côte d'Ivoire sur ce sujet, partagée d'ailleurs par la plupart de nos pays, a toujours été que ce problème soit traité principalement sous l'angle du développement. En effet, seules les opportunités de travail et d'épanouissement offertes à nos jeunes pour se forger un avenir sur leur sol natal peuvent permettre de régler ce problème de manière durable. Et c'est devant un parterre de chefs d'État et de gouvernement et des représentants des organisations internationales que Daniel Kablan-Duncan a rappelé les initiatives visant à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens dans son pays, la Côte d'Ivoire. La dimension humaine choisie par le gouvernement ivoirien dans l'élaboration de sa politique de développement a consisté à prendre les mesures garantissant une meilleure redistribution des fruits de la croissance économique et une lutte plus efficace contre la pauvreté. En effet, les investissements importants consacrés aux infrastructures, aux secteurs sociaux, ont permis l'amélioration de l'accès à l'éducation, à l'eau, à l'électricité, aux soins de santé, entraînant une baisse sensible du taux de pauvreté. Pour amplifier et accélérer cette dynamique, la Côte d'Ivoire s'est donné les moyens à travers le deuxième plan national de développement, PND 2016-2020, de mobiliser les ressources nécessaires à hauteur de 100 milliards de dollars US. Cette allocution du vice-président démontre l'ambition de la Côte d'Ivoire à s'inscrire dans le multilatéralisme, ce qui lui a valu d'être élu membre non permanent du Conseil de sécurité dont elle assurera la présidence en décembre, une autre marque de confiance de la communauté internationale. Et justement, le Conseil international des affaires a organisé un dîner en l'honneur du vice-président Daniel Kablan-Duncan. Cette organisation forte de 200 membres s'intéresse aux opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. On retrouve Abiba Dambélé-Saoui. Le vice-président était l'invité du Business Council for International Understanding. C'est le Conseil des affaires pour la compréhension internationale, une organisation basée aux États-Unis qui œuvre au développement du commerce. Elle aide ses entreprises membres à s'engager sur la scène internationale en facilitant les relations entre ces chefs d'entreprise et les dirigeants du monde. 2 hauts responsables d'entreprises membres ont échangé avec le vice-président Daniel Kablan-Duncan
Il s'agit de Justin Kissinger de Heineken International et de John Ament de Mars Wrigley. BCU compte 200 sociétés membres, dont de nombreuses entreprises classées dans les 500 plus grosses aux États-Unis. En marge de la 73e Assemblée générale de l'ONU s'est tenu également un débat ministériel du Conseil de sécurité sur la question du nucléaire de la Corée du Nord. Débat auquel a pris part, bien sûr, la Côte d'Ivoire avec le ministre Marcel Amontano. L'État ivoirien salue les avancées réalisées pour la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Le pays se réjouit du rapprochement des deux Corées. Michel Digré depuis New York. La dénucléarisation de la péninsule coréenne au cœur des débats de cette rencontre du Conseil de sécurité. La raison, les tensions sécuritaires persistantes dans cette région, induites par les ambitions nucléaires de la Corée du Nord et les informations faisant état de la violation des sanctions du Conseil de sécurité, font peser des menaces sur la prolifération des armes à destruction massive. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire salue les dernières avancées en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et invite toutes les parties à consolider ses acquis. La Côte d'Ivoire invite la Corée du Nord au respect des obligations qui lui incombent, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Elle encourage les autorités nord-coréennes à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La Côte d'Ivoire salue les récentes mesures prises par Pyongyang à cet effet, dont la plus marquante reste à ce jour le démantèlement de son principal site d'essai nucléaire de Punggye-ri. Il l'exhorte à faire davantage afin de créer un environnement de confiance réciproque avec tous les États de la région, ainsi que toutes les parties prenantes à la question du nucléaire nord-coréen. Pour la Côte d'Ivoire, seul le dialogue pourrait contribuer efficacement à pacifier cette région. La paix et la stabilité durable dans la péninsule coréenne ne seront possibles que par l'engagement de tous les États de la région à privilégier le dialogue et le règlement pacifique de leurs différends. À cet effet, mon pays est d'avis que les parties prenantes doivent renforcer entre elles les relations de confiance. À cet égard, il note avec satisfaction le réchauffement des relations entre les deux Corées, matérialisé par le 3e sommet en un an entre les présidents nord- et sud-coréens à Pyongyang en septembre. Marcel Amontano invite le Conseil de sécurité à soutenir le processus de normalisation en cours tout en restant ferme dans la mise en œuvre du régime des sanctions pour une dénucléarisation totale de la péninsule coréenne. En marge de ces travaux, le ministre Marcel Amontano a reçu en audience son homologue nord-coréen. Et loin des États-Unis, ici en Côte d'Ivoire, l'observation nationale sur la compétitivité des entreprises s'attelle à régler toutes les questions qui rendent difficile l'avènement d'un secteur privé prospère et diversifié. Le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Koné, a donc procédé à l'opérationnalisation de cet observatoire. Il devrait permettre d'augmenter la part des investissements privés et favoriser l'avènement de champions nationaux. Lansini Bakayoko. Créé en octobre 2017, l'Observatoire national sur la compétitivité des entreprises ONCE est un instrument de gouvernance destiné à renforcer le dispositif de soutien à l'émergence d'une base industrielle solide et d'un secteur privé puissant. Dans ce cadre, il est assigné à l'Observatoire, entre autres, la mission de suivre et d'évaluer la compétitivité des filières porteuses de croissance ainsi que des pôles régionaux de développement pour proposer au gouvernement des mesures et réformes à l'effet d'améliorer la compétitivité des entreprises. En matière de réforme, le gouvernement met en avant les avancées enregistrées, des avancées qui ont permis d'améliorer le climat des affaires et surtout de relever le niveau des infrastructures et autres services sociaux de base comme les routes, l'électricité, l'eau potable, l'éducation ou encore le logement. Malgré ces performances, des défis restent à relever qui exigent la mutualisation des efforts à travers cet observatoire. L'objectif est donc de mobiliser l'ensemble des parties prenantes concernées par les questions de compétitivité, de définir une feuille de route qui sera examinée par le Conseil d'orientation que j'ai l'honneur de présider et qui déterminera donc les actions prioritaires à mener à court et moyen terme. Il s'agit donc, via cet observatoire, de poursuivre collectivement la réflexion stratégique, d'affiner les orientations et de définir les outils ainsi que les actions prioritaires à mener. La concrétisation des objectifs de développement énoncés, ainsi que les mesures prises pour leur mise en œuvre,
nécessite l'implication de tous, tant l'administration publique que le secteur privé. D'un coût global de 30 000 milliards de francs CFA d'investissement, le plan national de développement 2016-2020 prévoit une contribution du secteur privé à hauteur de 62,4%, soit 18 720 milliards de francs CFA. La 4e édition du Salon africain des assurances se tient à Abidjan. C'est une plateforme pour échanger sur les difficultés rencontrées par les compagnies d'assurance et mettre en place surtout des mécanismes afin d'encourager les populations à s'inscrire en masse aux différents produits d'assurance. Le but étant clair, relever le taux dans le secteur des assurances qui est actuellement de 1,4%. Francis Boifou. Malgré les campagnes de sensibilisation sur l'importance de l'assurance, le taux de pénétration reste faible. Le Salon africain des assurances, le 2e du genre, devrait aider à l'atteinte de cet objectif. Il y a méconnaissance et méfiance due à certaines situations délicates qui sont posées entre les compagnies d'assurance et les anciens usagers. On crée la plateforme pour que la population vienne à l'information et pouvoir aussi permettre aux compagnies de faire la vulgarisation de leurs produits. Et dire aussi que nos prestations s'améliorent au fur et à mesure. Parce que là aussi, c'est un autre point qui fait qu'on ne nous connaît pas, ou bien ceux qui nous connaissent ne parlent pas bien de nous. L'assurance vie et non-vie sont des secteurs pourvoyeurs de richesses. Le montant cumulé des placements réalisés au 31 décembre 2017 s'élève à plus de 700 milliards de francs CFA avec 34 sociétés d'assurance, dont 22 dans les branches non-vie et 12 en assurance vie. 10 bénéficiaires du Fonds pour l'entrepreneuriat féminin ont reçu la visite du secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Félix Anoblé veut se faire une idée exacte de l'utilisation du fonds par ces femmes, des femmes qui ont démarré ou développé des activités génératrices de revenus. Nadia Ega, Jean-Luc Bango pour les explications. Une tournée de 3 jours auprès de 10 bénéficiaires des fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Par cet acte, Félix Anoblé, secrétaire d'État en charge des petites et moyennes entreprises, veut s'imprégner du quotidien de ces femmes entrepreneurs et leur témoigner le soutien de l'État. Au-delà donc de la simple visite de constat, il y a aussi le fait d'encourager donc ces entrepreneurs dans leur travail. C'est des petites entreprises, il faut qu'elles sachent que l'État est avec elles et qu'elles ont besoin donc de faire mieux et elles sont pour nous un exemple. Sur place, le secrétaire d'État a également sensibilisé les bénéficiaires à une bonne gestion des fonds reçus. Les femmes que nous avons visitées sont des dames qui sont en train donc de rembourser les prêts qu'elles ont donc pu obtenir à travers le fonds femmes. Et nous les avons encouragées donc à continuer et à aller plus de l'avant pour pouvoir donc faire grandir leurs activités. Le fonds donc pour l'instant a travaillé sur Abidjan, mais à partir donc des mois à venir, le fonds va s'étendre sur tout le territoire de Côte d'Ivoire, permettre à toutes les femmes de Côte d'Ivoire de bénéficier donc de ce projet-là. Le fonds pour l'entrepreneuriat féminin d'un montant de 5 milliards de francs CFA est essentiellement dédié aux femmes et vise à appuyer l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. À ce jour, 80 femmes ont déjà bénéficié de ces fonds pour un coût total d'environ 1,3 milliard de francs CFA. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, abrite depuis ce vendredi la 5e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Le Conseil Café Cacao a fait son bilan. Des activités fortement perturbées par la chute des prix à l'international, malgré une augmentation de la production nationale qui a atteint le cap de 2 millions de tonnes. Le gouvernement a su avoir pris des mesures en vue d'améliorer la compétitivité de la filière. Lansini Bakayoko. Comme c'est le cas depuis 2012, le niveau de la production de fèves de cacao pour la campagne 2017-2018 a été maintenu en hausse, franchissant le cap de 2 millions de tonnes. Pourtant, au 16 septembre 2018, le revenu brut global perçu par les producteurs de cacao est ressorti à environ 1356 milliards contre 2024 milliards de francs CFA sur la campagne précédente, en partie à cause du déclin des exportations, soit une baisse de 33%. On a observé des difficultés d'approvisionnement liées au grainage du cacao. Ce grainage anormalement élevé était principalement dû au changement climatique constaté ces dernières années.
Face à cette situation, les pouvoirs publics ont pris un certain nombre de mesures afin de rassurer les opérateurs et sécuriser les transactions commerciales. Un audit du système de commercialisation a ainsi été diligenté et une nouvelle équipe dirigeante placée à la tête du Conseil Café-Cacao. En vue de stabiliser durablement la filière, d'importants chantiers sont aujourd'hui ouverts. Les chantiers en perspective portent sur la transformation du cacao afin d'accroître la valeur ajoutée dans la chaîne des valeurs du cacao, la lutte contre la maladie du Shoot du cacaoyer, la recherche d'une stratégie commune entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en vue de mieux coordonner nos efforts en action en matière de communication, de commercialisation du cacao. Pour atteindre cet objectif, un cadre de concertation avec l'ensemble des différents acteurs a été créé. Des mesures destinées à améliorer la compétitivité des entreprises de broyage et à promouvoir les investissements privés ont également été prises. Ces mesures sont, entre autres, des facilités ou des arrangements fiscaux accordés aux unités industrielles de broyage de cacao et la réservation d'une proportion des droits d'exportation à ces unités au cours de chaque campagne intermédiaire. Des discussions sont en cours avec les bailleurs de fonds pour mobiliser les ressources financières additionnelles. Pour les producteurs, principaux bénéficiaires de tous ces projets, les 5e journées du cacao et du chocolat couronnées de récompenses aux meilleurs paysans donnent un avant-goût de la détermination du gouvernement à valoriser la filière. Ces éditions font en sorte que les producteurs que nous sommes améliorent la qualité de leur cacao, améliorent leur travail et ça nous incite aussi au travail bien fait. Aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté et de joie qui m'anime. Les producteurs ont été récompensés aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Les sociétés coopératives aussi ont été plébiscitées aujourd'hui. Tout cela a concouru à montrer l'importance que le producteur a dans cette chaîne de valeur. C'est l'un de nos objectifs. Selon le Conseil Café-Cacao, les actions sociales comme l'adduction en eau potable, l'électrification, la santé et l'éducation vont être intensifiées en faveur de ces valeureux producteurs. Il y a aussi des défis à relever au niveau sécuritaire en Côte d'Ivoire. Le commissaire du gouvernement a eu une rencontre avec les commissaires de police du district d'Abidjan. Bavure, corruption et procédure sont les 3 points à l'ordre du jour. Les agents des forces de l'ordre ont été invités à jouer pleinement leur rôle qui est de protéger les populations. Ahmed Traoré, Aboussanogo. 4 cas de bavure enregistrés en un mois sur l'ensemble du territoire national, soit un cas toutes les semaines, notamment à San Pedro, Odiéné, Tanda et Abidjan. Le commissaire du gouvernement, le colonel-major Ange Kessi Kwame, entend mettre fin à l'impunité au sein des armées et de la police nationale. Il a échangé avec l'ensemble des commissaires de police d'Abidjan et de sa circonscription, à l'effet de les inviter à faire des efforts pour traquer tous les agents de police à la gâchette facile. Pour lui, tout fait constituant des infractions doit être poursuivi et jugé. Bavure, corruption et procédure. 3 points à l'ordre du jour pour réparer ces infractions. Nous sommes venus rencontrer tous les commissaires de police de la place d'Abidjan pour leur parler. Nous nous sommes entendus et nous avons discuté sur plusieurs points. D'abord, sur la bavure. On s'est rendu compte que la bavure a commencé à se multiplier de façon dangereuse et qu'il fallait mettre un haut là. Ensuite, nous avons discuté avec eux sur certaines procédures. Et troisièmement, sur le racket. On ne manque jamais l'occasion sans leur faire savoir que le racket est mauvais, le racket est dégradant. Nous sommes d'accord qu'ils prennent des mesures pour radier tout ce qui projette une image dégradante aux policiers. Il faut qu'ils continuent. Par ailleurs, le procureur militaire invitait tous les officiers de police à la responsabilité dans la protection de l'éthique militaire et policière. Tout laxisme, selon lui, sera sévèrement sanctionné.
Les lignes bougent aussi du côté du ministère de la modernisation, de l'administration et de l'innovation du service public. Le ministère propose qu'un cadre juridique soit mis en place afin de prendre en compte les désagréments causés aux usagers après un engagement ou un délai manqué dans la délivrance d'un document administratif. Ces propositions ont été faites à l'issue de 2 jours de réflexion menés par les organes sous tutelle du dit ministère. Ouattara Amadou Walter. Il s'agit pour la ministre Raymond Goudou Kofi de mettre en œuvre un plan d'action qui va réconcilier le service public avec les usagers. Bien expliquer aux usagers pourquoi il est important aujourd'hui que lorsqu'on va avoir un extrait de naissance, on passe par la forme numérisée avec un seul identifiant. Vous voyez, tout ça, c'est le rôle de notre ministère, de faire connaître tout ce qui est en train d'être fait et puis de mesurer, n'est-ce pas, pour voir le degré de satisfaction des populations. Dans ce projet de loi, il faudra, avec les autres ministères, que nous identifions quel est le rôle de l'État pour que le citoyen se sente à l'aise lorsqu'il va chercher un document et qu'on ne le fasse pas revenir des mois après des mois. Il faut qu'il y ait un moyen de coercition. Faire connaître également l'environnement de la transversalité du ministère, de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Lorsqu'on regarde nos missions, nous n'avons aucun de ces outils. Nous n'avons pas la SNDI, nous n'avons pas l'ANSUT qui se retrouve sous la tutelle du ministère en charge de l'économie numérique. Donc nos collaborateurs étaient un peu inquiets de comment faire en sorte de moderniser cette administration. La modernisation ne doit pas être orientée systématiquement vers la transformation digitale. Elle doit être en adéquation avec la réalité des besoins ainsi que les valeurs actuelles de la société. Ces recommandations également visent à rendre plus efficace l'administration ivoirienne dans son fonctionnement quotidien et dans le traitement des documents sollicités par tous les usagers, quel que soit leur rang social, tout en tenant compte de l'éthique et de la conscience professionnelle. Ce 28 septembre, c'est la journée internationale d'accès à l'information. Ici, en Côte d'Ivoire, la KIDP est l'autorité chargée de veiller au respect du droit des citoyens d'accéder aux informations détenues par les organismes publics. Mais pourquoi et comment se font les saisines? Ce soir, je vous propose un focus sur la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics. C'est en compagnie de Gabriel Zani. Des notables d'Abadjinkouté, village de la commune de Songon situé dans le district d'Abidjan, et le chef d'un village voisin font le point des terres dont ils sont propriétaires. Cette revue des terres pousse bien souvent ces communautés à s'informer sur la nature des accords de convention signés entre l'État ivoirien et les sociétés de promotion et véhicules installées dans la région. La plantation de la TRCI est située sur son territoire coutumier. Le village s'est senti obligé d'approcher le comité de privatisation pour avoir une copie de la convention signée entre l'État et les repreneurs de l'ex-SAPH. Le comité de privatisation, dans un premier temps, a refusé de nous communiquer ces informations. La demande rejetée, le village d'Abadjinkouté a saisi la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics KIDP. Nous avons adressé une lettre à la KIDP pour dire que nous contestons la décision du comité de privatisation et c'est à la suite de cette lettre-là que la KIDP a rendu sa décision. La décision de la KIDP est tombée en juin 2017, après sa saisine en février de la même année par la communauté villageoise, soit 5 mois après l'intervention de l'institution auprès de la compagnie dont les plantations d'EVA s'étendent sur près de 1500 hectares. De 2016 à 2017, la KIDP a rendu une dizaine de décisions de ce type, obligeant les administrations publiques ou privées à rendre accessibles des documents publics. Nous avons reçu jusqu'à ce jour 117 demandes et puis saisines. Il y a eu 107 demandes pour lesquelles nous avons fait de la facilitation, donc les récurrents ont pu obtenir les dossiers, les documents demandés. Et il y a eu 10 pour lesquels nous avons rendu des décisions. Toutes ces décisions se retrouvent sur le site de la KIDP. Les recours sont souvent examinés par un comité de commissaires composé de juristes et d'universitaires. Quand vous nous saisissez, s'il s'avère que votre demande est recevable, on planche maintenant sur la nature du document que vous demandez.
Est-ce que c'est un document public? Oui, il est public. Est-ce qu'il fait partie des documents qui sont communicables? Si oui, on essaie maintenant de voir avec la structure qui doit donner l'information, pourquoi est-ce que le document n'a pas été donné. Le commissaire, à l'unanimité, rend une décision pour demander à la structure publique de communiquer le document au requérant. Le mouvement ivoirien des droits humains, MIDH, a aussi eu recours à la KIDP. Il s'agissait d'un dossier qui oppose une association de chauffeurs dans la commune de Cocody à la mairie. Donc, nous avons demandé à la mairie de transmettre le document. Malheureusement, la mairie n'a pas répondu et donc nous avons saisi la KIDP qui a enjoint la mairie de remettre le document. La mairie a remis le document à la KIDP qui ensuite nous a transmis le document. Des succès qui renforcent le travail de la KIDP, créée en 2013 par la loi numéro 2013-867 du 23 décembre 2013 en son article 19. Mais l'institution a débuté ses activités après la prestation de serment des commissaires en juin 2015. La loi nous permet d'avoir des points focaux dans toutes les administrations assujetties à la loi elle-même. Par administration assujettie à la loi, nous avons tous les ministères, nous avons toutes les sociétés d'État, nous avons toutes les administrations publiques, nous avons également des sociétés privées pour lesquelles l'État a concédé une mission d'intérêt public. Chacune de ces structures crée en son sein un point focal qu'on appelle dans la loi le responsable de l'information. Le citoyen s'adresse d'abord aux responsables de l'information dans les structures qui sont assujetties à la loi. La KIDP est une autorité administrative indépendante. Si au recto, elle affiche la transparence dans la gestion des affaires publiques, au verso, l'institution illustre bien la volonté des pouvoirs publics d'octroyer à tous un pouvoir de contrôle sur ses décisions. Lorsque le document ne lui est pas remis, malgré les relances et autres, mais il faut savoir qu'il y a un délai. Le délai pour le journaliste et l'enseignant et le chercheur, c'est 15 jours. Le délai pour les autres catégories de profession, c'est 30 jours. Mais passé ces délais, la KIDP doit être saisie. En cas de falsification ou de destruction de documents publics demandés par un requérant suite à la saisine de la KIDP, les sanctions vont de la simple amende à la peine d'emprisonnement. Ces sanctions sont infligées par la justice pénale. Et ce vendredi marque le premier jour de campagne pour les élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Nous allons sillonner quelques localités pour voir ce premier jour de campagne, l'ambiance dans les QG. Pour les régionales, nous allons voir comment s'est déroulé donc ce premier jour de campagne à l'intérieur du pays. Nous prenons tout de suite la direction de San Pedro où notre reporter Sam Conan a rencontré des candidats. Le candidat du RHDP, Soko Emile, avant d'aller sur le terrain, a réuni son état-major à son quartier général pour les derniers réglages. J'ai une petite expérience à apporter à la population de San Pedro quant aux problèmes que nous connaissons, qui sont les problèmes de tous les jours et de toutes les régions. Et c'est donc un devoir pour nous d'amener donc les populations à adhérer à ces candidatures du RHDP pour que ce RHDP leur apporte ce que nous souhaitons, nous pensons être le message, celui que le président de la République a bien voulu nous confier. Je vous invite à aller massivement voter la liste du RHDP. C'est donc gonflé à bloc que la liste RHDP part à la conquête des voix. Voilà, et la campagne pour les municipales a aussi démarré ce vendredi. Ici à Abidjan, nos reporters se sont rendus dans la localité de Makori. Nous allons voir l'ambiance dans les QG dans cette localité maintenant. Séance de prière pour Nyamaka Eric avant d'entamer le premier jour de campagne au village ancien Koumassi. Le président du Forum de la société civile africaine, candidat indépendant à la municipalité de Makori, rencontre les habitants pour leur expliquer son projet. Pour Makori, dans une commune, nous avons près de 856 entreprises déclarées
c'est de nous asseoir un peu légèrement avec les chefs d'entreprise pour diminuer la patente, pour diminuer un peu les impôts et puis parler projet de société pour qu'ils puissent embaucher ces jeunes-là. L'État n'a-t-il pas voté le SMIC à 60 000 francs? Oui, nous allons nous battre. Demain, nous commençons avec l'éducation et la santé. C'est ce qui même est la vie. Et pour nous, c'est ça le début de la campagne. Communion totale au QG de campagne du maire sortant, Abi Raoul. Le génie d'Anoumambo, comme on le surnomme, compte sur son bilan jugé positif pour être reconduit. Lorsque nous avons fait le bilan, nous nous sommes rendus compte qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 95% d'objectifs atteints. Aujourd'hui, il nous reste l'hôtel communal à construire, il nous reste la cité, la culture à construire, il nous reste un très grand projet, la balade du monde. Un grand projet qui va restructurer Makori, qui va lui donner son éclat. Et il nous reste 2 marchés à construire, un marché à Anoumambo, un marché à Lyodan. Et puis intensifier tous les projets fonctionnels que nous avions mis en place. Qu'en est-il de l'ambiance dans les QG du côté de Bingerville? Notez que cette campagne bat son plein. 6 candidats sont en lice pour la mairie de l'ancienne capitale du pays. Nos reporters ont tendu le micro à 4 candidats indépendants. Akoso Koutouan Benjamin est le candidat indépendant, tête de la liste Tous Unis pour Bingerville. On ne fera rien sans l'avis de la population. Tout fait avec la population parce que c'est pour elle qu'on est là. Et nous devons donc nous impliquer avec elle dans les projets que nous allons réaliser pour eux. À son quartier général de campagne, l'heure est à la mobilisation pour convaincre les populations de l'efficacité de son programme de société. Optons pour le changement. Optons pour le changement avec Akoso Koutouan Benjamin, mais optons aussi pour la gestion participative. Parce qu'avec nous, c'est vous qui allez gérer votre commune. Jean-Félix Ago conduit la liste Servir Bingerville. Pour cet homme qui comptabilise 11 ans à la mairie, il faut relever le défi des infrastructures à force de compétences. Nous pensons tout simplement, et c'est la raison pour laquelle nous sommes candidats, qu'il faut mieux réorienter les ressources de Bingerville en matière de développement. Dès qu'on sort de la saison des pluies, certains quartiers sont impraticables. Si vous rentrez aujourd'hui à Bingerville, vous avez des difficultés à rentrer dans certains quartiers. C'est récurrent, il suffit de le prévoir. J'appelle Bingerville à nous élire le 13 octobre pour qu'on puisse changer les choses. Doumbia Issouf, député de Bingerville, est aussi candidat pour la mairie. C'est à Abata, village, qu'il a ouvert sa campagne dans le respect de la tradition. Pour le candidat, l'heure est au développement de la cité. Pour les élections municipales, mon slogan c'est Bingerville en marche, déjà. C'est pour dire que c'est une nouvelle vision pour Bingerville. Les projets qu'on a, d'abord construire une succursale de la mairie au sein même de la maternité de Bingerville, comme en Europe. À partir de 2022, on ne doit plus avoir les problèmes d'extrait pour nos enfants. Le 13 octobre, j'exhorte toutes les populations de Bingerville qui ont suscité ma candidature d'aller voter massivement aux élections municipales à Bingerville. Un message que célèbrent les populations. Alors que les caravanes de Jean Ahanchimon sillonnent la commune de Bingerville, le candidat est à son quartier général de campagne pour peaufiner ses stratégies en vue du développement de Bingerville. J'ai regardé Bingerville, ses routes, ses populations et leurs occupations, et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Déjà, nous avons un fonds, le fonds A1 pour les micro-projets qui existent, donc faire en sorte que chaque Bingervillois puisse se prendre en charge. Comment faire en sorte que les rues soient praticables? C'est un de nos grands projets. J'appelle tout le monde à voter pour moi. Pour lui, il faut aujourd'hui s'unir pour développer la ville. Et du côté de Trècheville, 3 candidats sont en lice pour ces municipales. Notre reporter Francis Boisfou a rencontré aujourd'hui même 2 candidats indépendants. Nous allons maintenant voir dans ce reportage. Il est candidat indépendant à la mairie de Trècheville. À son quartier général, Cissé Ibrahim fait les dernières mises au point pour la campagne. À l'époque, était appelée Trècheville la Belle, aujourd'hui elle est devenue Trècheville la Poubelle. Je pense qu'il faut voler à son secours. Ces jeunes-là ont besoin de formation, d'être suivis et de pouvoir être bien encadrés. Je demande à cette population de me faire confiance au soir du 13 octobre, tous dans la rue, la main dans la main. Nous irons avec nos adversaires fumer le calumet de la paix. Le candidat Cissé Ibrahim conduit la liste. Le changement, c'est maintenant. Gérer la mairie de Trècheville autrement en s'appuyant sur une équipe de jeunes technocrates. C'est le vœu du candidat indépendant Touré Souleyman. Les finances publiques
c'est l'argent de tout le monde, c'est l'argent donc des populations. Cet argent doit être utilisé, doit être géré de façon crédible, de façon transparente, et de la meilleure des façons, de sorte à pouvoir apporter aux uns aux autres ce qu'ils attendent d'une équipe municipale, cette fois-ci qui sera jeune, cette fois-ci qui sera au cœur des populations et cette fois-ci qui va redonner espoir surtout aux jeunes et aux femmes de la commune. Agir pour Treichville. Le candidat Touré Souleymane veut impulser un nouveau dynamisme à la commune. La campagne bat aussi son plein dans la commune de Cocody. Notre équipe de reportage a rencontré le candidat RHDP pour ces municipales. Commune de Cocody. Le candidat du RHDP est allé à la rencontre des habitants du lycée technique. Ngouan Akamatias sollicite un deuxième mandat en s'appuyant sur son bilan et un nouveau projet. J'ai un bilan que j'ai défendu et que la population approuve. Et mon projet Cocody Cité Verte, projet de développement durable, c'est-à-dire il y a 1000 emplois directs verts et 400 000 emplois indirects. Et ce projet qui prend en compte la santé, l'assainissement, la salubrité et l'hygiène de vie des populations de Cocody. Son souhait, faire de Cocody une cité plus moderne et paisible. Nous repartons à l'intérieur du pays pour voir l'ambiance ce premier jour de campagne. Notez qu'à Diabo, 4 candidats sont en liste et tous ont investi le terrain pour avoir les faveurs des électeurs. Diabo, circonscription 150, élection des conseillers municipaux, 4 candidats en liste, dont Koumoué Kona René du PDCI RDA de la liste Union pour le développement de Diabo. Le maire sortant est pour l'Union des fils de Diabo pour le décollage économique, social et culturel. Nous avons pris une commune en pleine sortie de crise et le budget qui n'est pas du tout reluisant. Et donc avec nos relations en comptant sur des partenaires au développement, nous avons pu présenter quelques panneaux. Nous avons commencé par l'union. Vous savez que si on n'est pas unis, on ne peut pas parler de développement. Donc nous appelons les fils et les filles pour se retrouver autour de notre candidature pour qu'ensemble nous puissions véritablement décoller au niveau de développement que nous avons amorcé. Yao Sania, candidat indépendant, est au service des siens pour répondre à leurs profondes aspirations. Les fonctionnaires qui sont ici n'habitent même pas Diabo. Ils viennent travailler et ils sont obligés de retourner à Bouaké parce qu'ils n'ont même pas de résidence ici. Ils n'ont pas de possibilité de logement ici. Il nous appartient de nous replier sur nous-mêmes et venir trouver des stratégies pour pouvoir loger ces fonctionnaires ici pour qu'ils puissent participer à la vie économique de Diabo. Tous les candidats ont investi le terrain pour la conquête des voix des électeurs. Ils sont 4 candidats en liste pour la mairie de Grand Bérébi et 2 des 3 candidats indépendants se sont signalés ce premier jour de campagne, se sont signalés sur le terrain pour conquérir les électeurs. Le candidat de la liste indépendante en Nouvelle Vision, Yé Pawa Cyril, a choisi d'entamer sa campagne dans son village maternel. Je suis venu dans le cadre du lancement de la campagne pour prendre les bénédictions de ma famille, de mes parents, afin d'attaquer le terrain. Bérébiens, bérébiennes, l'heure est venue de faire le choix du programme. Et c'est la liste Nouvelle Vision qui vous donne l'opportunité d'engager une deuxième chance pour Grand Bérébi. Après le meeting de lancement, le candidat indépendant Yé Pawa Cyril se dit confiant pour la suite. Au quartier général du candidat indépendant Saré Edmond, qui conduit la liste Grand Bérébi pour un nouveau départ, l'heure est à la distribution des affiches pour ce premier jour. Cette région regorge, je vous le dis, de beaucoup de talents. Donc nous allons permettre à tout cela de pouvoir bénéficier de l'appui de la mairie de Grand Bérébi. Donc j'appelle toutes les populations votantes de la commune à voter massivement le candidat Saré Nyepo Edmond et la liste Grand Bérébi pour un nouveau départ. Les équipes constituées et équipées vont devoir convaincre les électeurs de la commune de Grand Bérébi. On revient dans la capitale économique ivoirienne, à Abidjan. Précisément à Koumassi, vous allez le voir, un candidat indépendant au municipal s'active dans son QG pour allier plus de voix le 13 octobre prochain. 10 heures à Koumassi, le député Innocent Claude, candidat indépendant, prépare son équipe à investir le terrain. Son programme pour sa commune natale met en avant les atouts de cette circonscription. Pas toutes les communes qui ont la lagune, qui sont entourées comme ça de lagunes.
Et on doit mettre cela à profit, non seulement pour améliorer le cadre de vie des populations, mais pour tenir du job aux jeunes gens. Et ça peut se faire, c'est palpable. Nous voulons initier une forme participative de gestion entre nous et les populations, créer des entités au sein des quartiers qui puissent nous permettre de recueillir leurs véritables besoins et essayer d'y apporter des solutions. Voilà, je rappelle donc que les candidats ont 2 semaines pour convaincre les électeurs et ce vendredi 28 septembre marque le premier jour de campagne pour les élections régionales et municipales en Côte d'Ivoire. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.